Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. La mort ce matin du cardinal Gottfried Danels, l'archevêque émérite de Malines-Bruxelles avec 85 ans. Le Royaume-Uni est au centre des attentions quelques jours avant la sortie théorique de l'Union européenne prévue le 29 mars. Et puis nous reviendrons sur les 20 ans de la déclaration commune sur la doctrine de la justification entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique. En Algérie, après les grandes manifestations pacifiques de ces dernières semaines, le président Bouteflika a annoncé ne pas briller un 5e mandat, tout en annonçant le report des élections du mois d'avril, sans pour autant dire quand. Un soulagement suivi d'un agacement pour les Algériens qui continuent leur mobilisation. Une nouvelle page de l'histoire en Algérie commence-t-elle à s'écrire? On en parle dans notre dossier avec Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. On l'a appris en milieu de journée, le cardinal Gottfried Danels, archevêque émérite de Manille-Bruxelles, est décédé aujourd'hui chez lui à l'âge de 85 ans. En début d'après-midi, le pape François a adressé un télégramme de condoléances se souvenant d'un homme attentif aux défis de l'Église contemporaine. Le pape l'avait personnellement invité lors du synode sur la famille de 2014 et c'est à cette occasion qu'il avait pris la parole sur notre antenne sur la question de la miséricorde. Pour moi, le grand problème, c'est de tenir la doctrine de l'Église et en même temps être miséricordieux. C'est savoir comment savoir de faire la réconciliation entre une doctrine de l'Église qui est une doctrine qui ne peut pas changer, mais en même temps quelque chose comme un cri pour la miséricorde. Ce que le pape d'ailleurs souligne très souvent dans ce qu'il dit. Comment savoir et comment mettre en pratique que Dieu est en même temps juste et clair et net et en même temps aussi miséricordieux. Et il faut trouver la solution entre les deux. Le père Tommy Scholtes, porte-parole de la conférence épiscopale belge, s'est exprimé quelques heures après le décès du cardinal Danels au micro d'Antoine Coty. Le cardinal Danels a été archevêque 30 ans, mais il a été toujours une personnalité plus large que celle du diocèse. Il a toujours été avec un impact très fort, que ce soit à travers Toussaint 2006, un grand rassemblement, que ce soit avec Thésée à Bruxelles, grand rassemblement. Et donc il a apporté une présence pastorale dans les deux langues, flamand d'origine mais parfaitement à l'aise en français. Sa devise épiscopale, l'amour de Dieu s'est manifesté pour les hommes, est exactement en fait ce qu'il a mis en œuvre. Il n'était pas d'abord un docteur de la foi, il était surtout un pasteur. Et à ce moment-là, il pouvait véritablement montrer une proximité vraie du Christ à son peuple. Pas à travers des textes, pas à travers des discours, mais à travers une présence. Et avec le sens du dialogue qui était le sien, on peut vraiment dire qu'il a manifesté cette présence du Christ à son peuple. Le cardinal de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, a rappelé les qualités de pasteur du cardinal Danels à un moment où l'Église et la société connaissaient de grands changements. Figure de l'Église en Belgique pendant 30 ans et plus largement en Europe, ces prises de position ont parfois suscité de fortes réactions d'adhésion, mais aussi de défiance de la part de fidèles. Les funérailles du cardinal Danels auront lieu à la cathédrale métropolitaine de Saint-Rambaud à Malines. La date sera prochainement communiquée. Direction le Royaume-Uni maintenant où l'incertitude plane. Théoriquement, le Royaume-Uni doit sortir de l'Europe dans 15 jours. Un divorce qui a été encadré en novembre dernier avec l'Union européenne. Mais pour le moment, les députés anglais ont refusé par 2 fois de ratifier l'accord. Une première fois en janvier, puis une seconde fois mardi dernier. Nous ne rentrerons pas dans cette édition sur les détails techniques, mais on peut retenir que cette situation politique tendue a des répercussions sur la population. Si l'Église catholique ne prend pas parti, elle reste attentive à certains points, comme nous l'explique Austin Everrain, fondateur de Catholic Voices. Well, the Catholic Church here has been very, very careful not to take a position. And of course, Catholics are divided just like everybody else. So the bishops have been careful not to take a view, except to say that it is very, very important for EU citizens resident in Britain to have certainty about the future, not to make it easy for them to integrate. They've been very concerned, for example, at certain bureaucratic hurdles that the government was talking about EU citizens having to go through. So I think that the Church has tried to be an advocate for immigrants and also an advocate for saying Britain must not be cut off by Brexit from international humanitarian concerns. They do not want Brexit to lead
Britain to become a more isolated and more selfish country on the world stage. That would be a disastrous outcome, on top of all the other disastrous outcomes. Le Brexit est largement abordé depuis hier à l'Assemblée plénière des évêques européens. Les membres de la COMECE sont réunis à Bruxelles pour 3 jours depuis mercredi. Ce matin, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est exprimé devant les évêques en rappelant que la décision du peuple britannique doit être respectée. Les évêques ont souligné la nécessité de redécouvrir l'identité commune de l'Europe et de mieux protéger les personnes, les familles et les cultures. En Australie, maintenant, hier, après plusieurs mois de procédure, le tribunal pénal de première instance de Melbourne a prononcé la sentence envers le cardinal George Pell. Il a été condamné à 6 ans de prison. Ce procès divise profondément la société australienne. Je ne suis pas là pour juger l'Église catholique, a déclaré le juge Peter Kidd. Il répond ainsi à toute une frange du catholicisme australien qui reste très dubitatif face à ce procès. Toute la procédure était fermée aux médias et le cardinal Pell déclare toujours son innocence. Michael Cook, journaliste pour le média australien Mercator.net, un site d'actualité, nous a livré sa réflexion. I think the judge did a good job in summing up his final words in sentencing Pell were very harsh, but according to the standards of the law, they were fair. And he emphasised a lot that the Catholic Church was not on trial. However, inevitably, in the eyes of the media and so on, many people will be saying this is a blow for the church. Well, I think it's a terrible shock to the bishops and to the priests, and to many of the faithful. But it's also a chance. It's a chance to rebuild and to be, to learn a little bit about humility, I suppose. But one really has. I personally feel, terrible for Cardinal Pell. He needs a lot of prayer and human support. Et du côté des victimes, le père de la victime décédée d'une overdose en 2014 a fait part de sa déception. Et l'autre victime s'est dit reconnaissante envers le tribunal tout en affirmant ne pas connaître le repos tant qu'un appel est encore disponible. De fait, le cardinal Pell a décidé de faire appel de sa condamnation. J'ajoute également qu'une enquête canonique a été ouverte à Rome il y a quelques jours pour déterminer l'avenir du cardinal Pell dans l'Église. Et puis en France, le diocèse de Lyon a annoncé cet après-midi que le cardinal Philippe Barbarin allait être reçu en audience privée par le pape François lundi à 10h. Après sa condamnation jeudi dernier, le primat des Gaules avait annoncé qu'il allait remettre prochainement sa démission au pape. Ce sera donc au pape de trancher. J'ajoute que les avocats du cardinal Barbarin ont officiellement interjeté appel de sa condamnation aujourd'hui. Il y a 20 ans, la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique signaient la déclaration commune sur la doctrine de la justification dans la ville d'Augsbourg en Allemagne. Pour cette date anniversaire et pour continuer à réfléchir sur ce progrès œcuménique majeur, les 3 facultés catholiques, protestantes et orthodoxes de Paris ont terminé aujourd'hui 3 jours de réflexion dans les locaux de l'Institut catholique de Paris. Alors pour mieux comprendre ce que signifie cette déclaration sur la justification et ce qu'elle représente aujourd'hui, Antoine Coty a rencontré le père Luc Forestier, organisateur du colloque. C'est un accord dans lequel on reconnaît qu'on est en fait essentiellement d'accord sur ce que signifie la justification par la foi, Dieu qui nous justifie, même si on le dit de manière différente. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle le consensus différencié. Nous sommes d'accord sur l'essentiel de la bonne nouvelle de l'Évangile, même si nous le disons de façon différente. Mais le fait de le dire de façon différente n'implique pas des divisions entre églises. On a essayé pendant tout ce colloque de montrer comment cela se jouait à l'intérieur des 3 grands domaines de la vie ecclésiale, en commençant par la diaconie. C'est-à-dire comment est-ce que la justification que Dieu nous offre gracieusement en Jésus-Christ se traduit aussi en exigence de justice entre nous, avec les autres humains, dans la création. Et puis, on l'a vu aussi dans les 2 autres domaines de la catéchèse et de la liturgie. L'écuménisme reste un enjeu très, très important et j'allais dire de plus en plus important parce que c'est notre témoignage commun qui peut donner une image de ce qu'est vraiment le salut en Jésus-Christ. Et donc, c'est aussi le thème de ce colloque. Et donc, on se rend bien compte que si on veut être crédible, il faut que nous fassions un effort d'unité.
Et on poursuit avec la chronique du père Cédric Burguin. Cette semaine, il tient à faire quelques précisions concernant l'un des pères fondateurs de l'Europe, Robert Schuman. Vous l'avez peut-être constaté, on en parle pas mal ces derniers temps dans les médias avec la sortie du dernier livre de Philippe de Villiers. Chers amis, bonsoir. À quelques semaines de l'élection européenne, il n'est pas étonnant que des polémiques ressurgissent et le livre de Philippe de Villiers en est un exemple supplémentaire. Alors qu'on ne soit pas d'accord avec le projet européen tel qu'il a été construit au départ et voulu par les pères fondateurs, c'est laissé à la liberté de chacun et c'est assez normal dans le débat politique. Que l'on attaque un homme sur des présupposés et des compromissions, c'en est une autre. Et Robert Schuman, son procès de béatification a été ouvert par le diocèse de Metz il y a plus de 25 ans. Depuis 25 ans, un procès historique, un procès politique, un procès en sainteté est en route pour attester des vertus héroïques de cet homme. Mais plus encore, peut-être que certaines attaques sont plus blessantes pour lui que d'autres, et notamment le fait de l'attaquer, d'avoir porté l'habit allemand, alors qu'on sait qu'en 1908, Robert Schuman n'a pas fait son service militaire pour des raisons médicales, qu'il a attribué cette grâce à Notre-Dame de Lourdes, vécue dans la prière, et qu'ensuite, certes, il a servi l'armée allemande dans le petit village de Boulay, près de Metz, attaché aux Écritures, mais qu'il a utilisé son poste pour servir les Mosellans encore sur leur terre qui avaient fait le choix de ne pas être expatriés. Vous voyez, toute cette ambiance vient attaquer la figure d'un homme qui portait en sa chair ce qu'est être frontalier, né d'un père mosellan, né allemand par l'annexion, d'une mère luxembourgeoise. Robert Schuman portait en sa chair non pas un espèce de syncrétisme national, mais bien au contraire la volonté de réconcilier les hommes. Et au fond, le projet européen dans la figure de Robert Schuman, c'est bien cela. Ça n'est pas d'abord un traité, ça n'est pas d'abord une question économique, ça n'est pas d'abord une question politique. Schuman disait qu'il s'était posé la question d'être prêtre, et il a fait le choix non pas d'aider les chrétiens, mais d'aider les athées à vivre fraternellement. Voilà la réconciliation à l'origine du projet européen et voilà peut-être la question qu'il faudrait se poser bien plus que d'autres. La chronique du père Burguin à retrouver sur Internet, bien sûr. Tout de suite, la revue de presse. Antoine-Marie Zohar, bonsoir. Alors, cette semaine dans Famille Chrétienne, un grand article sur le procès du cardinal Barbarin, bien sûr, mais c'est François qui fait la une cette semaine. Alors, pas le pape, mais un autre François. Pas le pape, on aurait pu le faire pour les 6 ans de pontificat du pape François cette semaine, mais François, 20 ans, qui est trisomique et qui est porteur de la trisomie 21 et qui travaille comme volontaire à la Fondation Jérôme Lejeune à Paris, qui est évidemment dans l'inspiration du professeur Lejeune, très proche des malades porteurs de trisomie 21. Nous avons voulu anticiper un tout petit peu la journée du 21 mars prochain, qui est la journée nationale, journée mondiale même de la trisomie 21, avec un certain nombre de portraits. On était à la rencontre d'une jeune fille, petite fille de 5 ans, qui est la dernière d'une grande famille et qui est porteur de trisomie 21, et qui nous dit, et cette famille nous dit combien l'arrivée de cette petite Marie a changé la vie de toute la famille, a resserré les liens aussi. On a voulu rencontrer François donc à la Fondation Lejeune, et puis encore Thierry qui a 75 ans, qui est doyen presque des vétérans des porteurs de trisomie 21 en France, et cela au moment où finalement il y a une forme de paradoxe. Aujourd'hui, la première dame de France, et c'est très louable, va auprès des personnes handicapées, particulièrement des personnes trisomiques. Les personnes trisomiques peuvent arriver à accéder à leurs rêves en étant sur un plateau de télévision ou en étant top modèle ou mannequin. Eh bien, c'est très louable, mais on a souligné aussi le paradoxe qu'aujourd'hui, 96% des embryons qui sont détectés dans le ventre de la mère et qui sont porteurs de la trisomie 21 sont éliminés massivement, et la loi d'ailleurs l'encourage de plus en plus. Et donc on a voulu souligner ce paradoxe et au contraire dire qu'on pouvait vivre, même si c'est une difficulté, d'aucuns disent c'est une joie que je ne souhaite à personne, pour dire combien c'est effectivement motif de changement dans toute la famille, de joie aussi, mais de ce syndrome supplémentaire qui est un supplément d'âme pour certains malades, et nous avons voulu le dire dans Famille Chrétienne cette semaine. Merci beaucoup Antoine-Marie. L'hebdomadaire La Vie s'intéresse à l'Algérie. Le président Bouteflika a renoncé à un 5e mandat tout en reportant la présidentielle. Si la situation reste confuse ces dernières semaines, elles ont montré un visage de la jeunesse du pays, comme le souligne La Vie, avec des milliers de jeunes algériens qui
sont descendus dans la rue, même si nul ne peut dire aujourd'hui l'avenir du mouvement. Mardi 19 mars, nous fêterons la Saint-Joseph. À cette occasion, France catholique propose un entretien avec frère Dominique Joseph, moine de la famille Saint-Joseph depuis 25 ans. Il a récemment publié des pensées spirituelles sur Saint-Joseph et il nous dit en tant que chrétien, aucun chrétien ne peut se passer de la paternité de Saint-Joseph. Pellerin est allé à la rencontre de Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique. Elle vient de publier un court manifeste pour appeler la société à se mobiliser dans la fraternité, seule solution pour relever le défi d'un monde plus juste. À noter également un dossier à l'occasion du Salon du Livre qui se déroule ce week-end à Paris. Et puis, Pellerin est allé à la rencontre de libraires indépendants dans ce contexte. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Guillaume Goubert, Antoine-Marie Isoard, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors ce soir, on va parler de la situation en Algérie. Alors peut-être un premier sentiment. Quand vous voyez tous ces jeunes au début défiler dans ces rues algériennes, quelle est votre première réaction? Comment est-ce que vous voyez cette situation, Guillaume Goubert? Ce sont effectivement beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Il faut aussi noter des jeunes garçons et filles, mais aussi des hommes et des femmes, beaucoup de femmes dans les rues à Alger et dans les autres grandes villes du pays. Écoutez, c'est quelque chose d'assez admirable, je trouve, de voir comment se déroulent ces manifestations. Je pourrais peut-être proposer à certains manifestants algériens de venir donner quelques cours aux Gilets jaunes, parce que la façon, le civisme avec lequel se déroulent ces manifestations, avec des équipes à l'arrière de la manifestation qui nettoient tous les... Bon, et puis l'humour extraordinaire aussi qui se manifeste, avec des formules du style... on voulait une élection sans Bouteflika et on se retrouve avec un Bouteflika sans élection, enfin des choses comme ça. Je trouve que cette sorte de maturité joyeuse est assez touchante. Une maturité joyeuse assez touchante pour Guillaume Goubert. Antoine-Marie, vous partagez... Effectivement, je partage pleinement ce que dit Guillaume Goubert. C'est que moi, ce mouvement, en quelques jours à peine, une vingtaine de jours à peine, a réussi à mettre à terre, entre guillemets, Abdelaziz Bouteflika, dont d'ailleurs certains disent depuis 2-3 jours, alors c'est aussi une lubie il y a quelques mois et quelques années déjà, mais qu'il serait qu'il serait décédé et qu'en fin de compte, il n'est jamais revenu de Genève dans ce fameux avion. Écoutez, je n'en sais rien, je ne veux pas prêter le flanc à ces histoires, mais de fait, je l'ai entendu de façon très sérieuse dans le milieu algérien ces dernières heures. De la même façon, Guillaume, c'est-à-dire que j'ai été très marqué par la présence de ces femmes, des femmes qui donnaient des dates aux policiers, effectivement, de ces hommes, de ces femmes qui balayaient après la place du 1er mai à Alger. Effectivement, une fois de plus, là encore, petit clin d'œil, nos amis Gilets jaunes auraient quelques leçons à prendre de ces comportements. Des manifestations sans violence, avec des femmes avec des poussettes, des bébés, des enfants, et qui, effectivement, ont réussi à être la première étape du changement. Mais on sent bien quand même que très très vite, en quelques minutes ou quelques heures à peine, tous ont compris qu'il y avait une embrouille, ou du moins qu'il allait falloir continuer et que les manifestations allaient devoir continuer parce que, effectivement, une fois de plus, avoir retrouvé encore Bouteflika pour quelques mois et le clan Bouteflika, parce que le problème, c'est pas tant... J'ai eu l'occasion de parler très récemment avec un Algérien qui connaît très bien la situation et qui me disait « Notre problème, c'est pas tant Bouteflika, s'il était en forme, s'il n'avait pas été malade et totalement absent depuis 7, 8, 10 ans, on aurait eu un président présent. Bouteflika était tout à fait aimé par le peuple. » C'est un homme de la Révolution de 54, c'est un homme qui était parti un temps après avoir été chez Boumedienne et qui a été ministre et qui est revenu après les années sanglantes, les années noires de 80 à 90. Et quand il revient, il est plutôt comme un sauveur finalement. Et il a réussi, malgré tout, à faire sortir l'Algérie d'années terriblement noires. Cependant, le problème, c'est le clan. Ce sont ces systèmes claniques dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce qu'on a vu avec les printemps arabes, Guillaume Goubert? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais essayer de voir les similitudes, ou alors est-ce que ça n'a absolument rien à voir? Ah non, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. Il y a une forte ressemblance. La différence, et Antoine-Marie l'a évoqué à l'instant, la différence, c'est que les Algériens savent ce que c'est qu'un pays qui bascule dans une guerre civile extrêmement sanglante,
Et parmi les choses qu'il faut noter aussi, c'est la très grande prudence des manifestants sur l'expression religieuse dans les manifestations et le fait qu'ils tiennent beaucoup à déconnecter complètement les manifestations de la prière. On ne va pas manifester après la prière, on manifeste avant, pendant, mais on dit clairement que ce n'est pas lié à la prière. Je veux dire, c'est là où il y a une grande maturité, c'est que ce pays sait dans sa chair à quel point ça peut mal tourner et ne souhaite pas rebasculer dans l'horreur qu'ils ont connue. On peut dire aussi, sans doute, ne souhaite pas connaître les très grandes difficultés qu'ont connues d'autres pays après les printemps arabes, la Syrie évidemment, mais même le pays voisin, la Tunisie, qui quand même se débat dans des difficultés très grandes, même si la situation civique y est relativement satisfaisante, le pays est quand même très fragilisé. Antoine Marie, moins de risques ? Moins de risques, je le pense, tout à fait. J'entendais effectivement aussi des spécialistes nous dire que on n'est pas un retour du Front islamique ou des frères musulmans, comme on a pu le craindre dans d'autres pays voisins, puisque, effectivement, comme disait Guillaume à l'instant, c'est-à-dire que le peuple algérien a le souvenir très clair de ce qui s'est passé dans les années 90. Ce qui est sûr, c'est que d'une certaine façon, cette population qui manifeste, et en partie, qui est jeune, en partie, mais pas que, parce qu'on l'a dit, il y a des grands-mères aussi, des grands-pères, en 20 ans de présidence Bouteflika, ça a permis au peuple de revenir finalement à la normale et paradoxalement donc de faire le ménage avec cette époque-là et paradoxalement cette normalisation a permis maintenant de demander un changement dans la vie politique algérienne. Cependant, le souci aujourd'hui, c'est que tous ces clans qui sont autour de Bouteflika sont en train de partir, me dit-on, et c'est pas très étonnant, valise pleine d'argent, ou en train de mettre leur argent de côté. Je suis certain que le clan Bouteflika est très au courant qu'il est cuit, que ça ne durera pas très longtemps. Les manifs vont continuer, elles vont s'accentuer. Il faut souhaiter effectivement qu'il n'y ait pas de violence, mais visiblement, c'est plutôt bien parti pour qu'il n'y en ait pas. Ça dépendra finalement de l'armée. On sait tous ici, et tous les téléspectateurs le savent, en Algérie, comme dans d'autres pays, mais en Algérie en particulier, l'armée, la police, quelques généraux et les services secrets tiennent avec les clans le pouvoir. Donc, pour l'instant, l'armée, visiblement, n'a reçu aucun ordre de violence. Et je dirais, avec un énième clin d'œil, on n'a pas tiré au flashball contre les manifestants algériens. C'est assez symbolique. On l'a fait dans notre pays. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de ce point de vue-là. Dans notre pays, la France qui marche sur des œufs, toujours, sur la constitution algérienne. Comment voulez-vous que ce soit pas comme ça, avec l'histoire que nous avons depuis la guerre d'Algérie, bien avant aussi, mais depuis la guerre d'Algérie en particulier avec l'Algérie, avec Alger. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, selon les chiffres, c'est toujours très très compliqué, 1 à 2 millions d'Algériens en France, plutôt 1,5, sans savoir s'il y a des Algériens français, des Français d'Algérie, enfin des Français d'origine algérienne, et puis on est à la 2e, 3e génération, et on sait que là aussi on marche sur les œufs. Et pendant un temps, la France n'a surtout pas voulu dénoncer Bouteflika, parce qu'elle savait c'était très, très très risqué pour elle. D'ailleurs, le communiqué de M. Macron au moment du départ de M. Bouteflika est très très léger et très discret. Guillaume. Oui, non, c'est sûr que la prudence de la diplomatie française vis-à-vis de l'Algérie est quelque chose d'assez extraordinaire, mais je pense que d'assez spectaculaire, mais je pense que cette prudence est nécessaire, sincèrement. L'histoire fait que il y a certains cercles de pouvoir algériens qui sont toujours très prompts à avoir la main de la France partout. On a vraiment intérêt à se montrer très très discret vis-à-vis de l'Algérie. En même temps, ça ne doit pas nous empêcher de penser, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir, parce que nous avons des destins liés, beaucoup de proximité. Antoine vient de l'évoquer. On dit que le jeudi à Orly, il y a beaucoup d'Algériens qui prennent l'avion de France, qui prennent l'avion pour aller manifester, pour être dans les manifestations le lendemain à Alger. Donc voilà, il est nécessaire d'être très prudent dans l'expression, mais il faut beaucoup réfléchir et faire tout ce qu'on peut pour favoriser une transition douce dans ce pays et non pas une transition violente comme on en a connu en Syrie ou en Libye qui est tout proche de l'Algérie. Il nous reste quelques secondes, juste une dernière question. On ne peut pas s'empêcher de penser à la petite communauté catholique et aux chrétiens qui sont sur place. On se souvient de la béatification récente
Qu'est-ce que ça vous évoque pour eux sur place, Guillaume ? Eh bien, moi, effectivement, je pense beaucoup à eux, parce que parmi les victimes de cette horrible guerre civile, il y a eu, on le sait bien depuis la béatification, il y a eu 19 personnes de l'Église catholique, des hommes et des femmes. Je pense que, pour le moment, ils se sentent très proches et très en sympathie avec ce qui se passe, mais aussi se montrent discrets parce que ce sont d'abord les affaires du peuple algérien. Antoine-Marie, pour même, conclure. même sentiment, moi j'ai eu le privilège d'être aux obsèques des moines de Tibérine et de Monseigneur Duval en 96. Et c'est un grand souvenir, entre guillemets, personnel et journalistique, mais surtout personnel, de chrétiens. Et j'avais déjà vu combien ces chrétiens sont presque des Algériens. Et ont le cœur algérien, et donc je pense que il en va de même aujourd'hui. Mais il faut souhaiter effectivement qu'il y ait plus de liberté, aussi pour les chrétiens, et pour les chrétiens qui sont souvent venus aujourd'hui d'Afrique. Et être africain aujourd'hui en Afrique du Nord, pour l'expérience que j'en ai après avoir vécu moi 2 ans comme coopérant en Tunisie à cette époque-là, c'est pas très simple. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau, partager vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO, bien sûr.